On a eu une première rupture parce qu'elle m'a trompé en fait. Et ouais, ça fait mal de dire ça, je me suis fait tromper. Le gars il m'a amené dans un bar gay. Que même à 5h du matin, quand t'es fatigué et que tu rentres chez toi, tu croises une fille seule, et ben tu peux l'open et faire un after qui dure jusqu'à 10h du matin. On l'a fait. Là, je me tapais peut-être une fille toutes les semaines ou tous les 10 jours. Et à la fin, au bout de 6 à 9 mois, j'étais à 3 à 4 filles par semaine, quoi. Les filles peuvent vous quitter à tout moment. Et c'est ce qui m'est arrivé, franchement, ça m'a bien remis les idées en place. Une nana, une américaine, je la chope en 30 secondes montre en main, j'ai pas dit un mot. Il y avait son groupe d'amis à côté, ils m'ont laissé faire. Quand j'allais au WC et que j'allais faire caca, bah, je sortais mon téléphone Tinder. Bonjour à tous, je m'appelle Mike et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Le Dragueur de Paris. L'émission du Dragueur de Paris vous expose des récits de drague personnels et des confessions intimes d'un ancien timide devenu séducteur pour vous permettre de profiter à fond de votre célibat. Le podcast est bien entendu disponible sur toutes les plateformes. Pensez à vous abonner pour ne pas rater la publication de chaque nouvel épisode. Bonjour à tous ces séducteurs, ici Mike, je suis le Dragueur de Paris et très heureux comme d'habitude de vous retrouver pour cette nouvelle émission qui cette fois sera un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui on va pas directement parler d'une gonzesse, on va pas parler d'une nana en particulier, on va pas parler spécifiquement d'une expérience de drague, on va parler de l'expérience de drague de toute une vie et en l'occurrence il s'agit de la mienne. Donc pourquoi je vous propose cette émission ? Donc tout simplement parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer une personne très sympathique, très compétente qui s'appelle Max et qui est propriétaire du site maxemia.com, qui est lui-même un coach en séduction et donc nous avons été en contact assez récemment par email et l'idée nous est venue de se proposer une interview mutuelle sur nos expériences de séduction. Donc, sur le présent podcast, vous retrouverez sur une autre émission conjointe à celle-ci ou consécutive, je ne sais pas dans quelle ordre je vais mettre, l'interview de Max donc sur sa propre expérience de drague et dans le présent podcast vous allez entendre donc mon expérience de drague où je vais revenir sur un passé qu'il est difficile de décrire, un passé auquel il est difficile de revenir, surtout quand on est coach en séduction et qu'on est relativement adulé par pas mal de gens. Donc dans ce podcast je vous propose de vous raconter une partie de ma vie, donc ces 10 années de drague à partir desquelles je suis passé du zéro absolu de femme où j'avais ni nana, ni argent, ni ami, ni copine, ni quoi que ce soit. J'avais juste mes deux bras, mes deux jambes et mon ordinateur puisque à l'époque j'étais un geek. Et je vous raconte cette ascension du dragueur, comment j'ai fait pour dépasser les 100 filles avec qui j'ai couché en partant de rien, sachant qu'à l'époque, personne n'aurait misé un copec sur moi, puisque je partais vraiment au fond du trou et j'avais un physique disgracieux. Pourtant, j'ai réussi à m'en sortir. Et je pense qu'un certain nombre d'entre vous s'identifieront à cette expérience relativement poignante. Donc, dans ce podcast, je vous apprends comment j'ai fait, je vous apprends par quelle étape je suis passé, quelles sont les étapes que j'ai suivies pour me sortir de ce trou à rats et pour petit à petit arriver à atteindre un rêve que je pensais inaccessible, mais que j'ai pourtant fini par atteindre, qui est celui de l'abondance de femmes, donc où je passe de zéro nana pointée à mon apogée 3 à 4 femmes par semaine différentes et 3 à 4 nouvelles nanas, je précise. Et je vous raconte donc cette évolution. Donc, cette interview est relativement longue, on a enregistré pendant un peu plus d'1 heure, donc je vous invite soit à vous poser confortablement, soit à prendre vos écouteurs si vous êtes dans les transports, dans le RER A, le RER B, peu importe si vous êtes parisien, ou dans un transilien, ça n'a pas d'importance, posez-vous tranquillement, prenez 1 heure de votre temps pour écouter cette interview qui est relativement riche en informations. Et avant de switcher tout de suite sur l'interview, si vous avez apprécié ce genre d'expérience et ce genre d'interview, n'hésitez pas à le signaler en vous abonnant au podcast et surtout en laissant une évaluation 5 étoiles sur iTunes, donc pour les possesseurs d'iPhone,
ou des pouces bleus sur YouTube, puisque ça m'aide énormément à développer le podcast. Ça m'aide à savoir que le contenu qu'on produit, qu'on vous propose, vous aide, vous apporte de l'aide, vous fait avancer. Et c'est important pour moi, puisque ça fait partie de nos sources de motivation. Donc sur ce, sans plus de transition, je vous laisse avec l'interview avec Max à mon sujet. Aujourd'hui, je suis avec Mike qui tient le site Dragueur de Paris. Mike, je t'ai découvert sur le podcast de Stan Leloup, Marketing Mania. J'ai écouté ton histoire qui m'a plu. Et je me suis dit que j'avais envie d'en savoir plus sur toi, ta manière de faire, ton parcours, qui t'étais, pourquoi tu faisais ça et qu'est-ce que tu transmettais précisément. Alors, bienvenue Mike. Bonjour Max et merci de me recevoir pour cette interview. Avec plaisir. Mike est... je donnerai pas plus d'infos, mais je dirais juste que tu es immense, parce que je me suis demandé si tu passais dans la porte en arrivant. Et on peut également entendre à la voix qui porte Je t'ai pas dit mon poids encore. Ah, bon, ça viendra. Ça viendra. Ça ferait un peu trop peut-être. Est-ce que tu peux commencer en nous disant qui t'es et voilà, en te faisant une présentation avec tes propres mots, je sais pas, d'1 minute 30, 2 minutes, dis-nous un peu qui t'es, d'où tu viens. Écoute, très succinctement, donc je m'appelle Mike, je suis coach en séduction et photographe Tinder depuis 2 ans. Je me surnomme le Dragueur de Paris, d'où le nom du site dragueurdeparis.com. Et donc j'apporte mon aide principalement aux hommes qui sont timides et qui ont très peu de femmes dans leur vie pour les faire monter en puissance et petit à petit faire rencontrer de plus en plus de femmes pour atteindre les objectifs qu'ils ont envie d'avoir, c'est-à-dire soit se mettre en couple ou soit avoir une abondance féminine. Et on est principalement spécialisé sur les sites de rencontres, sur Tinder, puisque c'est la spécialité du site. Et je dis on parce que je suis pas le seul à travailler sur le site. Il y a moi qui m'occupe d'une partie des activités, tout ce qui est shooting photo, etc. Mais dans nos prestations, on propose également ce qu'on appelle des relooking, des coaching street, des coaching night, etc. qu'on propose également aux gens. Et il y a plusieurs personnes qui travaillent avec moi sur ça pour les hommes qui en veulent, qui ont envie de se donner les moyens de réussir et qui veulent progresser très rapidement, évidemment. Nice. Bonne présentation, concise et précise. T'as quel âge, tu viens d'où et qu'est-ce qui t'a emmené à faire ça aujourd'hui ? Alors aujourd'hui j'ai 29 ans, je suis pas parisien, je suis pas à Paris depuis 2 ans. En plus je suis venu à Paris, c'était pour la drague, c'était que pour ça. Je vais y revenir après. Et donc sur Paris depuis 2 ans, avant ça je viens d'un bled dans le sud-est qui s'appelle Aix-en-Provence, qui est une très belle ville dans laquelle j'ai habité pendant 9 ans. Ouais. Donc de mes 18 ans à mes 26 ou 27, je sais plus, à peu près, où j'ai fait, entre guillemets, la grosse partie de ma carrière de drague là-bas, tout mon apprentissage, et puis ensuite, on va dire, le perfectionnement à mon arrivée sur Paris. Ok, ça n'a pas dû être hyper simple, parce que je crois que c'est une population assez vieillissante sur Aix. Comment t'as fait pour te former là-bas ? Alors non, sur Aix, c'est pas vieillissant, au contraire, c'est une population très jeune, très dynamique, parce qu'il y a énormément d'étudiants. Ok. Et quand je suis arrivé là-bas, c'était à mes 18 ans, donc avant ça, j'étais dans les Alpes, en fait. Donc là, effectivement, les Alpes, c'est une population très vieillissante, donc j'ai passé mon bac. Et après avoir passé mon bac, je me suis émancipé de chez mes parents, tout simplement. Il y a 18 ans, je suis arrivé, septembre 2007, je crois. Je suis arrivé tout seul, dans mon studio, dans une ville où je connais personne, où je n'avais ni pote mec, ni pote fille. Et au moment où j'arrivais, où je venais d'aménager, le début des cours dans 2 jours. Et à l'époque, j'étais quelqu'un d'autre. J'étais ultra méga timide, mais vraiment plus introverti, tu meurs. Ouais. Je me considérais comme affreusement moche également. Je pesais 40 kilos de moins qu'aujourd'hui. Je faisais jamais de sport. Je passais 10 heures par jour à jouer aux jeux vidéo, parce que je détestais sortir. Je faisais que ça, geek, machin et tout. Donc, s'il y a des geeks qui écoutent ce podcast, je jouais à des jeux type Warcraft. Donc, je pense qu'il y a peut-être que tu connais aussi d'ailleurs. Je connais le nom, mais j'ai pas été client. J'étais à fond sur ça, tu vois, sur Warcraft 3 d'abord, et puis après sur World of Warcraft, c'était des jeux que je passais ma vie dessus, quoi. Wow. Et puis évidemment, tu sais, quand t'as 18 ans, avec la puberté, les nanas qui passent, compagnie, tu te dis tiens, faudrait peut-être que je m'intéresse à la drague un petit peu.
Et ça a commencé comme ça, donc les premiers mois je m'intéressais pas trop à la drague, et puis après avec la montée des hormones, je me suis rendu compte que va peut-être falloir que je me lance, quoi. Je peux pas rester tout seul toute ma vie. Ça a été quoi ta prise de conscience, ton déclic et ton évolution en fait, t'as commencé par quoi finalement? Alors là, il y a eu un très léger déclic à ce moment-là, c'était je vais pas passer ma vie tout seul, il va falloir que je m'intéresse aux femmes. Le gros déclic est venu plus tard, je vais y venir. Ça, c'était le petit déclic qui a fait que j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Le deuxième truc qui a été un déclic un peu plus puissant aussi, c'était quand j'arrivais, donc j'étais en BTS à l'époque, je faisais un BTS, et tous les lundis, j'arrivais en classe, je fais bonjour aux mecs, machin et tout, et il y avait, on va dire, les nighters de la classe qui racontaient leur soirée du samedi soir. Tu dis bonjour au mec parce que t'as une formation d'ingénieur, c'est ça? Pardon? Tu dis bonjour au mec parce que c'est une formation où t'as une formation d'ingénieur, hein, c'est ça? Alors, c'était pas à l'école d'ingénieur encore, c'était un BTS sur 2 ans, c'est après que je suis allé en école d'ingénieur. Ok. Là, c'était vraiment un BTS que je pensais même pas aller jusqu'au niveau d'ingénieur. Donc, au début, je voulais être tech, tu vois, je voulais être technicien. Ouais. Donc, c'était un BTS informatique, en fait, donc je voulais être programmeur, en fait, c'était ça que je voulais faire. Parce que j'étais un geek, hein, donc. En lien avec cette passion du geekage, je voulais apprendre à programmer, passer ma vie devant les ordinateurs, ça m'allait très bien à l'époque, tu vois. Yes. Et du coup, c'était une classe de mecs, forcément. Il y avait une fille dans la classe. C'était une Asiate, je rigole pas. En 3 jours, elle s'est fait choper. Wow. Rentrée des classes lundi, et mardi, mercredi normal, et puis jeudi, on la voit arriver, elle donne la main à un des mecs. Et toi, ça Ça m'a... t'as rendu ouf? Le mec, en plus, il force tranquille, quoi. Le mec, on dirait pas comme ça. Je sais pas comment il a fait pour la choper aussi rapidement, j'ai jamais su, mais 3 jours, quoi. Et ils sont restés ensemble les 2 années du BTS. Ah, incroyable. Ah ouais, ça... Ils sont mariés, ils ont des enfants. Je sais pas. Non, je crois qu'ils ont cassé après, donc on n'est pas en contact, tu vois, mais je crois qu'ils ont cassé après, mais voilà, ça a duré les 2 ans du BTS. Donc, et ça, effectivement, c'était une frustration supplémentaire. Parce que t'as une classe de mecs, t'as 0 fille, et puis t'as une fille. En plus, elle était bien, elle était super jolie et tout, elle sentait un peu le sexe, tu vois, quoi. Puis tu vois que c'est un mec qui en profite, donc, et pas toi. Donc du coup, tu t'es là, tu fais putain, fais chier, quoi. Ouais. Donc ça, c'était un petit peu un autre déclic, mais le plus gros déclic, c'est un peu ce que je disais juste avant, c'était les nighters de la classe qui racontaient qu'est-ce qu'ils avaient fait le samedi soir, le lundi. Genre, il y en avait un que j'admirais... Non, il y en avait 2 dans ma classe que j'admirais beaucoup. C'était des mecs, j'ai l'impression, ils chopaient chaque week-end. Et j'en ai raconté, ouais, la nana, on a fait ça, on s'est embrassé, puis après on est sorti, on a baisé dans les buissons, machin et tout. J'étais frustré, mais le gars, il me racontait ça, je disais, putain. J'étais énervé, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, je me suis fixé un objectif. Je me suis dit, il faut que je me fasse inviter par eux pour les accompagner en boîte de nuit pour que j'ai ma chance. Okay. C'était mon objectif, parce qu'à l'époque, je rappelle le contexte, j'étais tout seul. Voilà, Et quel était ton plan pour te faire accepter? Alors le plan que j'ai fait et que je ne conseille pas aujourd'hui, c'est que je me suis inventé une vie. J'ai fait le mec, il y avait une vie de fou, donc j'ai raconté des trucs que je faisais le week-end alors que c'était pas vrai, hein, je sortais pas de chez moi, je faisais que geeker. Je faisais un peu le cador en fait. Et en fait, mon garde-fou pour ça, c'est que je disais, les week-ends, je remontais chez mes parents, à Gap, là où il y avait personne pour aller vérifier, je disais que je sortais en boîte à chaque fois. Ouais. Et c'est ce que je racontais, ça a fini par prendre au bout de 6 mois. Et là, il y a eu le méga déclic. Il y avait le BTS que je suivais, c'était dans un lycée. Et vers avril-mai, c'était un truc comme ça, il y avait ce qu'on appelle le bal du lycée. Et les mecs, je sais plus comment j'ai fait, mais les mecs, ils m'ont proposé de les accompagner. Énorme. Alors, je sais pas si c'était pour me foutre de ma gueule ou pas, mais toujours est-il qu'ils m'ont machin tout. Donc, du coup, j'étais tout content, je sors belle chemise blanche, machin tout, tu vois. Je suis hyper chaud, tu vois. Ton pantacourt? Ah non, pas pantacourt quand même. Non, chemise blanche caporal, machin, parce que c'est un peu la marque du Sud. Chemise à manches courtes et pantacourt. Oui, c'est ça. Le classique. Pas le pantacourt, mais chemise manche courte, ouais. En plus, elle était trop grande à l'époque, j'aurais jamais dû mettre une chemise comme ça. Ah, elle était au moins 2 tailles trop grande, mais à l'époque, j'étais bidon, tu vois. Donc, et je faisais toujours pas de sport non plus. Et je me suis pointé avec ça. Et on est rentré au bal et tout. Là, j'étais tout content et tout. Mais j'étais en stress aussi. Je me disais, merde, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et donc on était 4 au total. Il y avait moi, il y avait un petit qui était bidon en drague, mais c'était le meilleur pote du mec qui était bon en drague. Il y avait le mec qui était bon en drague et son pote qui était encore meilleur lui-même en drague. C'était son cousin en fait. Et on est arrivé sur le dance floor machin et tout. Et les mecs, attaque. Ça arrêtait pas. Les mecs ils s'arrivaient machin et tout. Et ça marchait. Je les ai vu embrasser des nains et tout.
Et moi j'étais là, je savais pas quoi faire. Et du coup je les accompagnais, mais je faisais le pire truc que je pouvais faire, c'est-à-dire je les accompagnais, en fait je faisais ce qu'on appelle le poteau. Faire le poteau, c'est t'as un mec qui va aborder une nana et toi t'arrives à côté et tu te mets droit. Comme tu sais pas quoi faire de tes mains, tu mets les deux mains dans tes poches et t'attends qu'il se passe un truc. Évidemment, les filles elles te calculent pas parce que t'es transparent, t'es un poteau quoi. Ouais. Et les mecs ils te calculent pas parce qu'ils sont occupés. Wow. Et ça a été comme ça toute la soirée, j'ai rien fait finalement, j'ai pas parlé à une seule nana. Et on a fini la soirée, on est parti avec eux et là le dragueur il s'est tourné vers moi comme ça, il me fait bon bah merci d'être venu, on sait ce que tu vaux maintenant. Comme ça. Putain, mais les mecs c'était un peu... Et ça m'a fait très très mal ce qu'il m'a dit. Ouais, tu m'étonnes. Je me suis rendu compte que déjà toute ma stratégie, j'ai été vraiment très con parce qu'en fait je me suis cramé tout seul. Ouais. Et en fait le gars m'a dit explicitement voilà tu ne vaux rien. Et à partir de là j'ai plus fait de soirée avec eux évidemment quoi. T'as la leçon de vie de ouf. Est-ce que quand tu t'es inventé une vie, tu sentais venir ce truc-là déjà intérieurement, ça te saoulait de mentir et d'inventer des trucs? Est-ce que tu voyais un peu venir le coup fou? Alors je le sentais mais j'avais pas trop le choix. J'avais pas d'autre stratégie en tête que ça. Pareil, je faisais croire que j'avais une vie sexuelle de fou. À part que les gens ils voyaient que c'était pas vrai et il y en a 2-3 qui me disaient arrête de faire le puceau, dis-nous que machin, mais moi je faisais pas, tu vois, donc je faisais le fake jusqu'au bout, tu vois. Et du coup j'avais eu ce truc là et puis après il y a 20 minutes de marche entre le lycée où j'étais et mon studio. Et pendant les 20 minutes, j'ai refait toute ma vie dans ma tête. Je me suis dit, plus jamais ça. C'est une humiliation que je veux plus jamais subir. Ouais. Je suis rentré chez moi et au lieu de faire ce que je faisais d'habitude, c'est-à-dire d'allumer un porno, de me soulager et de dormir, je suis allé sur Google, j'ai écrit comment draguer une fille, comment tout ce que tu veux par rapport aux filles. Et c'est comme ça que j'ai atterri sur un forum de séduction qui s'appelait Verse le Jus à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais comment il s'appelait ? Verse le Jus. Ok. C'est très bon ça. Il y avait plein de sites qui existaient, mais celui-là il a retenu mon attention parce que je le sentais authentique en fait. Et c'est un site, ça faisait 6 mois qu'il existait quand je suis arrivé dessus. Et au début je voulais pas m'inscrire dessus, j'avais mon ego qui reprenait le dessus, qui me disait non mais j'ai pas besoin de coaching, c'est pour les PD, machin, tu sais, je commençais à me faire des films comme ça. C'était payant ? Non, c'était pas payant, c'était gratuit, mais dans ma tête, je me suis dit non, mais j'ai pas besoin d'apprendre à draguer. Je me disais non, mais attends, voilà. C'était pur raisonnement d'ego. Hein. Ça a duré 3 semaines après, je me suis inscrit, tu vois quoi. Bah, surtout si ça coûte rien, enfin. Ouais. Ça coûte rien d'essayer quoi. Ben, à l'époque, j'avais de gros problèmes d'ego en fait. C'est pour ça que je m'inventais une vie à l'époque. Hein. J'avais un ego, c'était une protection d'ego en fait. Quand t'es fragile de l'ego, en fait, tu te construis un mur pour pas qu'on voit ce qu'il y a derrière. Le problème, c'est qu'un jour, il y a quelqu'un qui va le casser ce mur. Et quand t'as plus ce mur, tu te sens très très mal, tu te sens à poil. Tu te sens le même effet que si t'étais à poil dans la rue, pareil. Mais du coup, j'ai quand même fini par m'y inscrire et ça a été la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Puis je me suis présenté, j'ai créé ce qu'on appelle un journal à l'époque. Un journal, c'est un truc où tu racontes ta vie, quoi. Tu racontes tes pensées, machin. Et ça, c'est un truc qui m'a je vais en parler après, mais c'est un truc qui m'a beaucoup aidé à progresser. Les mecs pouvaient commenter en parallèle ? Ouais, c'est ça, ouais. Les mecs pouvaient commenter en parallèle. Et au début, je l'alimentais pas trop. J'ai passé 2 mois à m'imprégner du contenu, c'est-à-dire j'allais lire les journaux des autres. Et je voyais des mecs qui racontaient des soirées de fous furieux, des trucs que je pensais impossibles. Genre te taper une nana en 1 heure, en 2 heures, avoir plein de filles qui tournent autour, machin. Je pensais que c'était impossible, tu vois. Et c'était tous des anciens timides sur ce forum. Ouais. Et je pensais que c'était impossible. Et à force de lire des récits, même des récits, des trucs, par exemple, un mec qui s'est fait larguer par son ex, qui était plus bactère et tout. Et le mec, 6 mois après, il s'est développé, il a refait sa vie. Et après, son ex est revenu vers lui pour lui courir après, tu vois. Donc j'ai découvert des trucs qui ont vraiment transformé ma façon de voir les relations hommes-femmes. Et je voyais tout ça, je me suis dit... Au début, je me disais, mais j'arriverai jamais à ce niveau, c'est impossible. Je peux pas. Ces mecs, ils ont un truc que j'ai pas. C'est trop loin, ouais. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, pourquoi je n'essaierais pas. Et du coup, je l'ai écrit sur mon journal, j'ai dit, voilà, l'objectif, voilà, j'ai envie de me taper plein de nanas, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. C'est un objectif qui me paraissait très lointain. Et après, j'ai commencé petit à petit à pratiquer, c'est-à-dire une nana qui me plaisait dans le bus, par exemple, pendant 1 mois, je n'osais pas d'y aller, et puis à un moment, je me dis, j'y allais, et puis évidemment, la boule au ventre, je trouvais pas mes mots, évidemment, je prenais pas de numéro, tu vois. Ouais. Mais je racontais sur mon journal, j'étais content parce que je faisais un truc que je me pensais déjà incapable de faire, tu vois. Mais déjà, le faire tout seul, c'est un truc assez ouf. Est-ce que les mecs qui commentaient sur ton journal en ligne
te poussait vraiment à le faire? Qu'est-ce qui te donnait vraiment l'élan pour fermer la bouche à ce truc mental qui dit non mais je peux pas mec, j'ai jamais fait ça, je sais pas comment on fait, enfin vraiment c'était cool. En fait j'avais une technique que je faisais, j'écrivais sur mon journal ce que je devais faire. J'écrivais voilà, cette semaine, voilà, je sais pas, j'ai abordé 3 filles, peu importe les jours, mais j'aborde 3 filles dans la semaine. Ouais. Et le fait de l'avoir à l'écrit, ça a 2 avantages. Le premier avantage, c'est toi, c'est un engagement moral envers toi-même. Si tu le fais pas, tu te déçois. Tu te déçois toi-même. Et ensuite, c'est par rapport aux autres. Parce que l'avantage d'un journal, c'est que chacun est là pour se pousser mutuellement. Et si tu remplis pas ton propre objectif, bah, les autres, ils sont là pour te le rappeler. Ouais. Et en fait, c'est comme ça que j'ai fait pour tenir mes objectifs, tu vois. Bien joué. Et au début, j'étais seul pendant plusieurs mois. Et ensuite, j'ai eu un gros coup de peau. En lisant un des journaux, j'ai identifié un journal d'un mec qui habitait à Aix-en-Provence aussi, dans la même ville que moi. Et je lui ai envoyé un message. Au début, il voulait pas me rencontrer parce que c'était un mec qui était, alors dans le jargon de la communauté, c'était un mec qui était au niveau PUA. Donc une PUA, ça veut dire pick-up artist. Et en fait, dans le jargon de la communauté de séduction, quand on dit qu'un mec est un PUA, ça veut dire que c'est un bon dragueur qui a pas de difficultés particulières. Un serial. Un serial dragueur, c'est ça. Et au début, il voulait pas trop parce qu'il s'est dit que je suis un débutant, il voulait pas un énième débutant. Puis j'ai insisté, puis finalement il m'a dit ouais, t'as l'air pas trop con, ok, bah tel soir passe chez moi. Ça c'était toujours à Aix. Toujours avec ça. Et c'était en septembre et je débutais ma 2e année de BTS à ce moment-là. Et je fais un apéro chez lui et ça se passe super bien. Le mec me bombarde de compliments, il me dit ouais, toi je sens que t'as un potentiel, en plus t'es grand, puis t'es plutôt beau gosse, etc. Machin tout. Le mec il m'a bombardé de compliments, ça m'a redonné confiance en moi. Et puis on prend l'apéro pendant 2 heures. Et puis après il me fait bah tiens, viens, on sort. Comme ça, spontanément. Je pensais même pas sortir. Mise en pratique. J'étais même pas sorti, pour draguer, ni pour aller en boîte de nuit, ni rien du tout. T'avais pas mis ton beau pantacourt? Non. Je sais pas, un jean caporal de taille trop grand. J'avais une chemise manche courte toujours, parce que c'était toujours l'époque chemise manche courte. Un t-shirt RG 512 moulant. Mais à l'époque, en mode, j'étais catastrophique. Hein, mais bon, ça c'est une autre histoire. Coupe mulet. Et j'ai passé une des meilleures soirées de ma vie. Énorme. Il m'a dit, on sort, ouais. Et le gars, alors il m'a tout appris ce gars-là, j'en parlais après, mais c'est vraiment mon mentor. Et le gars, il m'a amené dans un bar gay. Et en fait, je l'ai appris pas. Après, en fait, il voulait me pousser dans mes retranchements. Il m'a amené dans un bar gay. Et parce qu'en fait, il connaissait le milieu gay de la ville. Et le milieu gay de la ville, c'est un milieu assez bourgeois. En fait, il y avait, genre, on est allé dans le bar et puis après, on est allé dans le carré VIP dans le bar gay. Et en fait, il y avait 2 politiciens aixois. Il y avait un ancien PUA qui est devenu gay parce que les filles, ça l'a saoulé. Et le mec avait un nombre incalculable d'amis filles. Donc il y avait plein de filles et des mecs gays et tout. Il y avait son mari, machin, parce qu'il appelait son mari. Et on a passé 2 heures à boire, machin et tout. Et puis le mec, il me félicitait, quoi. Il me disait ça va, tu réagis bien, t'es social et tout, c'est cool. Vas-y, tiens, bois un coup encore. Allez, vas-y, bois, machin et tout. Puis il faisait boire et tout. Toi, ça faisait combien de temps à ce moment-là que tu pratiquais déjà avant? Bah avant j'avais fait que ma pratique en solitaire, donc j'abordais des filles, 6 mois, mais 4 mois, un truc comme ça. J'ai dû prendre un seul numéro, mais je crois qu'elle m'a jamais répondu. Ouais, donc là, j'étais encore très débutant, tu vois. Saut dans le grand bain, quoi. Et après à 2h du matin, le politicien il dit bah venez, on va en boîte. Et on est allé à la plus grosse boîte de la ville. C'est une boîte qui s'appelle le Mistral, qui a au centre-ville de Aix. Et c'est the place to be. C'est la ville où il y a tous les bourgeois, tous les avocats, les machins qui sortent. C'est la ville où tout le monde se montre, en fait. La boîte de nuit où tout le monde se montre. Et on est allé là-bas. Et c'est extraordinaire. C'est vrai que tu vois que le mec, il a du pouvoir. Il arrive, il dit 3 mots au videur, on rentre. On était 8 mecs et 2 nanas. On est rentré, le mec, il paye champagne, la vodka, le machin et tout. Et c'est là que je rentre pour la première fois de ma vie. Qui payait tout ça? C'était le politicien. Ok. Et je rentre pour la première fois de ma vie dans une vraie boîte de nuit, du coup. Tu disais? Il payait bien entendu sur le compte de la mairie. Je sais pas. Non, je pense qu'il gagnait bien sa vie, il avait pas mal de business à côté, mais il gagnait très très bien sa vie. Et du coup, ouais, c'est mes premiers pas dans une boîte de nuit. Wow. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qui j'étais et ce à quoi j'étais destiné, et ça a tracé après toute ma carrière de dragueur. C'est-à-dire, en fait, je suis fait pour le monde de la nuit, tu vois, et ça a toujours été mon fil de préféré, et je l'ai compris quand j'ai mis les pieds en boîte de nuit. Ouais. J'ai compris ça tout de suite.
En fait, contrairement à la drague de rue, je sais faire, c'est pas le problème, mais j'ai pas tant de vibe que ça les brancher dans la rue. Par contre, quand je suis allé en boîte de nuit, alors là, je me sentais à l'aise direct. Alors attends, je te coupe 2 secondes. Juste pour faire écho à ça, moi, la première fois que je suis allé en boîte de nuit, j'avais 14 ans. Ouais. 14 ans, tu 14 t'arrivais à ans, rentrer? ouais, parce que j'ai toujours fait plus vieux que mon âge. Et je me souviens déjà quand j'avais 12 ans, à un moment donné, pas loin de 17, enfin tu vois, j'ai toujours été avantagé de ce point de vue-là. Et à 14 ans, je me souviens avoir vu toutes ces nanas se frotter contre des mecs et je me disais, waouh, mais c'est quoi ce truc? Tu vois, je découvrais un endroit, mais Ouais. à 14 piges, t'as pas la vision que t'as à 18-19. Ah, pas du tout, ouais. Et ça a été t'as une révélation de ouf. En plus, bon, c'était une boîte de campagne, heureusement, parce qu'à Paris, je pense que ça m'aurait retourné la cervelle. Et toi, je crois comprendre pourquoi t'as autant matché avec la nuit. C'est parce que, enfin, tu me diras si je me trompe ou pas, mais déjà, t'es immense, t'as une carrure de ouf. La soirée joue énormément sur... Alors attention, à l'époque, je faisais 30 à 40 kilos de moins, je faisais la même taille, mais Ouais. attention, la carrure, c'était pas ça. Hein. T'étais un lacet. Ouais, j'étais une asperge à l'époque. On m'appelait l'asperge. Ouais. Après, bon, c'est vrai que t'étais peut-être moins beau gosse et stylé que maintenant, mais la soirée, tu joues quand même énormément sur l'apparence et ton physique, ce que tu dégages, machin. Et alors peut-être que t'as eu plus d'aisance spontanément parce que le contexte est plus propice, mais je pense déjà que ta morphologie aide et ta gueule aussi aide un peu dans ce contexte-là, quoi. Enfin, moi je le ressens comme ça. D'accord, bah, Alors, merci, je te connais, merci du compliment. alors je te connais depuis 1 heure. Donc, Ouais. je sais pas comment toi t'as expliqué que t'es autant une révélation pour la soirée. Bah, la seule explication, je trouve, c'est la musique, puisque je suis un gros fan de techno, d'électro, j'ai toujours aimé ça. Ouais. C'est vraiment le seul truc, la seule explication rationnelle que je peux trouver. Mais tu danses, du coup, ou pas? Ah ouais, j'ai aucun problème avec ça. Ok, cool. Bah voilà. Je suis même plus à l'aise pour choper sur le dance floor qu'au bar à raconter sa vie. Je suis plus à l'aise avec ça. Ok. Bah voilà, ouais, c'est que t'es un peu comme un poisson dans l'eau, quoi. T'es dans ton élément. Ouais, et bah je l'ai vu dès cette première soirée, ça a toujours été comme ça. Est-ce que t'avais besoin de beaucoup picoler ou pas forcément? Au début, non. Après, ça c'est la faute de mon mentor, hein, parce que bon, je vais en parler après, mais mon mentor, il aimait beaucoup, c'était un gros fêtard, il aimait beaucoup faire la fête et tout, et boire, et il fumait aussi, ce que je ne faisais jamais avant. Et puis après, bah, il me dit, pour me décoincer un peu, il me disait, tiens, vas-y, bois un coup, machin et tout. Et en fait, ça m'a aidé un peu à me décoincer. Et aujourd'hui, j'ai pas honte de dire aux gens, en soirée, hein, pas dans la journée en pleine rue, mais en soirée, si les gens ils ont du mal, bah tiens, vas-y, bois un coup, bois 2 coups, allez, vas-y, tac. C'est une aide, en fait. L'alcool, ça peut être une aide au début, malgré tout le tabou qu'il y a derrière, parce qu'on dit, boire, c'est pas bien. Ouais. Mais je préfère avoir un gars qui va prendre 4 verres de vodka, mais qui va te choper une nana, plutôt que le mec qui va rien boire du tout, et qui va regarder par terre toute la soirée. Ouais. Entre les deux extrêmes, le choix est fait. D'accord. Ton mentor, jusqu'à quand il est resté ton mentor et quelle a été la suite de ta progression, de ton évolution? Alors bah du coup, suite à cette première soirée, il a vu que j'avais un beau potentiel et puis on avait à peu près le même délire et après bah, il a été mon mentor pendant 1 an et demi, un truc comme ça. Ouais. Une bonne année, ouais. Pendant une bonne année, il m'emmenait tout le temps dans le milieu de la nuit. Lui, il faisait jamais de street, hein. C'était pas un streeter, donc du street, j'ai arrêté d'en faire à ce moment-là. Ouais. Les applications, ça existait pas à l'époque, donc j'en faisais pas. Donc en fait, j'avais que la night à l'époque. Et du coup, on faisait que sortir en bar et en boîte de nuit. Et c'est comme ça que j'ai fait mes armes, en fait. Avec, À quelle fréquence? bah, comme j'étais en cours, ça m'est déjà arrivé de sécher des cours. Hein, je sais, c'est pas bien. Mais, j'ai déjà séché des cours, ça montait à 4 fois par semaine, facile, ça pouvait aller. Ah ouais, gros apprentissage. T'étais en stage intensif, quoi. Entre 2 et 4 fois par semaine, ouais. Tu faisais un bootcamp de la night. Ouais, c'est ça, ouais. J'adorais ça. Et puis on faisait tous les bars, les boîtes, machin et tout. Et c'était vraiment des souvenirs de fou furieux, quoi. T'étais étudiant, J'étais étudiant, T'avais ouais. quoi comme budget, enfin 4 fois par soirée? Alors ça a été un de mes semaine. problèmes, c'est je me débrouillais pour ne jamais consommer. Et malheureusement, à un moment, les videurs l'ont vu. J'ai commencé à me faire remarquer, j'ai commencé à me faire bannir d'un certain nombre d'endroits. Donc il a fallu que je réduise la fréquence de mes sorties.
Et après, et c'est là que j'ai rencontré mon deuxième mentor, parce qu'à un moment, en fait, il s'est mis en couple, donc il a arrêté de sortir. Enfin, il est sorti beaucoup moins. Ouais. Et là, gros coup de peau, toujours sur ce même forum, Verse le Jus, sur lequel j'écrivais toujours mon journal, je racontais tout. Ok. Toujours sur ce même forum, j'identifie un gars qui vient de s'inscrire, qui vient de rompre et qui est sur Aix-en-Provence. Et du coup, je décide de le rencontrer. Et lui, il m'a appris complètement autre chose. Parce qu'en fait, c'est un gars qui connaissait beaucoup de monde sur Aix, donc c'est grâce à lui que j'ai pu rentrer dans les boîtes où j'étais banni. Et il m'a appris le game un peu plus naturel, en fait. C'est-à-dire, autant l'autre, il était assez technique, compagnie. L'autre, il était plus naturel, donc j'ai appris une autre facette. Il m'a apporté une complémentarité, en fait, dans mon apprentissage. Est-ce que tu peux nous citer 2-3 techniques que le premier t'avait enseigné? Bah, tout simplement, en fait, de moins penser technique et d'apprendre à déconnecter ton cerveau quand t'es sur le fil, de faire la séparation. C'est-à-dire, le défaut que j'avais avant, par exemple, c'est quand t'es sur le fil, quand t'es en boîte de nuit, tu penses technique. Tu dis, règle des 3 secondes. Il faut que je fasse ça. Les 5 minutes, machin, prise de numéro, machin et tout. Là, je te parlais du premier, hein. Le premier mentor. Le premier mentor? Ouais. Quelles étaient ces techniques à lui? Lui, c'était surtout les techniques d'approche sur le dance floor. C'est-à-dire, te mettre de 3 quarts par rapport à la fille. Donc, c'est-à-dire, ta fille, elle regarde d'un certain côté, et toi, plutôt que de l'attaquer en étant totalement en face, tu te mets de 3 quarts. Ça, c'est la technique du 3 quarts. Quand t'as un set de 2, pareil, tu te mets de technique de 3 quarts, et puis ensuite la technique de rapprochement, tu vas faire ce qu'on appelle du kino-escalation, c'est-à-dire tu vas attraper la main tout doucement, puis l'autre, etc. Et l'autre, il m'a appris autre chose, c'est-à-dire y aller, en fait, l'autre, il m'a appris à penser technique quand t'es pas sur le field, et quand t'es dans le field, par contre, tu déconnectes ton cerveau, et boum, tu y vas. Okay. Et il m'a appris aussi à, quand t'es sur le field, à penser avant tout à t'amuser, plutôt qu'à penser à la drague. Mm-hmm. À l'époque, je faisais l'inverse. Je pensais drague, je pensais qu'à ça. Ouais. Et il m'a appris, plutôt orienté état d'esprit, tu vois. Alors que l'autre, c'était vraiment focus technique de drague, tu vois. Ouais. Donc lui, ça a été mon deuxième mentor. Je m'identifie plus sur le deuxième. Les deux sont différents. Ouais, bien sûr. Après, le premier est très bon quand tu pars de loin et que tu as besoin d'un repère, d'un cadre. Et une fois que le cadre est établi, bien entendu, tu prends plus de plaisir à déconnecter de la drague pure et à prendre du plaisir une fois que tu es dans une fois que t'es dans l'action, quoi. Je te cache pas que le deuxième, ça restait quand même assez conventionnel, bien qu'il m'ait appris le côté naturel de la drague. Le premier avait l'avantage de m'apprendre à repousser mes limites, à pas hésiter à faire des soirées jusqu'à 6h du matin, à m'apprendre que même à 5h du matin, quand t'es fatigué et que tu rentres chez toi, tu croises une fille seule, et ben tu peux l'open et faire un after qui dure jusqu'à 10h du matin. On l'a fait. On l'a déjà fait. La machine. Ah non, mais ce mec m'a tout appris, hein, vraiment, quoi. Donc entre les deux, moi je retiens surtout le premier parce que j'ai plus appris auprès de lui que de l'autre, mais les deux m'ont appris beaucoup de choses quand même, quoi. Est-ce que les mecs qui t'ont foutu la honte au départ là dans ton BTS, tu les revoyais à ce moment-là, ils pouvaient voir un peu ton évolution? Ouais, ils voyaient mon évolution, et ça je le dis d'ailleurs pour ceux qui écoutent l'émission. Quand on change, les gens n'aiment pas le changement, déjà pour eux-mêmes, et les gens sont réfractaires aussi quand on voit le changement des autres. Et du coup, quand ils ont vu que j'ai commencé à évoluer, parce que j'ai commencé à faire du sport aussi à côté, parce qu'en fait, mon premier mentor, il faisait du jiu-jitsu, et c'est comme ça que je suis rentré dans le milieu des sports de combat, donc j'ai commencé à faire des sports de combat. J'avais une évolution générale, déjà, je changeais de coupe de cheveux, je m'habillais un peu mieux, j'avais une carrure qui commençait à se développer, j'étais un peu plus direct dans ma façon de parler, j'étais moins coincé qu'avant. Et perpétuellement, les autres, ils essaient un peu de me remettre à ma place, tu vois, de me dire non mais toi de toute façon t'es bidon, ou toi machin et tout. Donc sur le coup, j'ai pris sur moi jusqu'à la fin du BTS. J'avais plus qu'un an à tirer de toute façon, donc jusqu'à la fin du BTS, et puis après quand je suis en école d'ingé, je les ai pas revus, tu vois. Donc du coup, ça a pas duré très longtemps, tu vois, finalement. T'as senti que tu les regardais un peu dans le rétro d'un moment, que t'avais vraiment pris le lead, ou que ces gars-là avaient toujours un ascendant psychologique? Non, ils étaient toujours meilleurs que moi. C'est bien après que j'ai eu ce que t'appelles le rétroviseur, comme tu dis. D'accord. Parce que j'étais pas assez bon encore à l'époque. J'avais déjà un bon niveau, mais j'étais très loin encore du niveau d'aujourd'hui, quoi. Ok. Donc la suite, dis-nous en quelques lignes, comment est-ce que tu arrives sur Paris, comment se dessine la suite du destin? Alors, je fais une transition un peu plus longue que tu l'attends. Au bout d'un moment, je rencontre une nana avec qui je me sens bien, de qui je tombe amoureux. Et alors c'est en quelle année? C'était 2009, je crois, un truc comme ça. Et j'arrête la drague en fait, et je me mets 3 ans en couple. Yes. Pendant 3 ans, j'ai arrêté la drague, et donc pendant 2 ans, on est ensemble, machin. Puis la dernière année, on habite ensemble. Pas de frustration, t'es bien, t'es heureux?
Heureux au début. Les 2,5 premières années, je suis heureux. Et vers les 6 mois, la relation part en cacahuète pour un certain nombre de raisons. Ça va être un peu long si je développe ici, donc je vais essayer d'être très succinct. En 3 phrases. Routine, sentiment de pas avoir fait tout ce que j'aurais pu faire. Il y avait aussi la différence d'âge, elle avait 4 ans de plus que moi, elle était en mode... elle rentrait dans le mode jeu des gamins, ce qui n'était pas mon cas, puisque j'avais que 22 ans à l'époque, elle en avait 27. Oula. Ouais, elle en avait 27, donc elle était en mode, dans 2 ans, je veux que tu me fasses des gosses. Okay. Et je voulais pas, mais c'est en grande partie pour ça que la relation s'est cassée, et elle s'est très très mal finie. Merde. On a eu une première rupture, parce qu'elle m'a trompé en fait. Et ouais, ça fait mal de dire ça, je me suis fait tromper. Ouais. Première rupture, et je repars super énervé et tout. Et à l'époque, Adopt un mec existait, donc je me suis inscrit sur Adopt un mec et j'ai eu un coup de peau. J'ai rencontré une nana que je me suis mis 1 semaine après. Ouais. Ça l'a rendu folle de jalousie, elle est revenue vers moi. Et comme j'étais amoureux, je me suis remis avec. Wow. Et j'ai cassé avec l'autre. J'aurais pas dû faire ça, mais j'ai fait ça. Combien de temps ça a pris ? La relation a duré 3 mois de plus. Elle m'a trompé une 2e fois, sauf que là, elle m'a fait la transition intégrale. C'est-à-dire, en fait, le mec, elle l'a rencontré 1 mois avant. Elle a attendu d'être sûre qu'avec lui, ce soit bon. Et d'un coup, elle a fait la transition. Wow. En une seule traite, elle m'a appelé, m'a dit, elle était en train de pleurer au téléphone, elle m'a dit, non, mais voilà, je veux qu'on arrête, machin et tout. Mais au début, elle m'a pas dit qu'il y avait un autre mec, je l'ai su après, en fait. Et tu l'as pas du tout vu venir, rien du tout ? Non, rien, aucun signe, non, c'est toi. Aucun. C'est pour ça que je dis toujours aux gens qui sont en couple, qui se croient en sécurité, vous n'êtes jamais en sécurité. Une fille peut vous quitter à tout moment. Et c'est ce qui m'est arrivé, franchement, ça m'a bien remis les idées en place. Et je dis toujours aux mecs, ne dépendez jamais d'une fille, parce que c'est l'erreur que j'ai fait avant, je dépendais de cette fille-là, et je me suis retrouvé à nouveau au fond du trou quand elle m'a quitté. Je me suis retrouvé seul. J'avais des potes, bien sûr, mais j'en avais moins qu'avant, parce que j'ai coupé les ponts avec une partie d'entre eux. Et je me suis retrouvé en mode, qu'est-ce que je vais devenir, quoi. Donc, Et qu'est-ce que t'attends de dépendre d'elle ? Pareil, très rapidement. L'essentiel de nos activités, je les faisais avec elle. J'avais très peu d'activités que je faisais avec mes potes parce qu'en fait, au fur et à mesure des 3 années, je me coupais progressivement de beaucoup de potes et je faisais plus d'activités avec eux, en fait. Donc, du coup, comme je passais l'essentiel de mon temps avec elle, plus ses activités, le jour où on a cassé, tu te retrouves avec un grand vide. Ouais. Et du coup, à cette époque, on est en 2012 et je me retrouve, ou 2013, je sais plus. Et je me retrouve tout seul, au fond du trou. Avec un bagage de drague derrière, mais pas encore suffisamment important pour avoir une vraie confiance, tu vois, quoi. Comment tu te reconstruis à ce moment-là ? Comment tu rebondis ? Alors, autre coup de peau que j'ai eu en quittant l'appartement, puisqu'on habitait ensemble, j'avais un des potes à qui j'étais en contact, qui voulait reprendre des études sur Aix et qui était open pour faire une coloc. Ouais. Et c'était un mec qui était très bon en drague. Et il m'a proposé une coloc. Et du coup, on a fait une coloc ensemble. C'était un dragueur, lui aussi. On a été en coloc pendant 3 ans, je crois. Ouais, 3 ans de coloc. Et alors là, c'était l'orgie. Voilà. Ah ouais. Je te cache pas, les 6 premiers mois, j'étais retourné en mode puceau. C'est-à-dire, je devais réapprendre la drague. Parce que à l'époque, j'avais pas assez pratiqué non plus. Je faisais beaucoup de night game. À l'époque, les applications, ça n'existait pas. Donc, je faisais beaucoup de night game et très peu de street. Du coup, pendant 6 mois, j'ai galéré, puis après, j'ai commencé à décoller parce que j'exploitais les 3 fils. Je sortais en night très souvent. Quand j'étais pas en night, quand j'étais au boulot, Tinder, puisque ça venait d'émerger, et beaucoup Adopt un mec. Et je me remettais au street aussi. Et du coup, pendant 2 ans et demi, on a fait beaucoup ça, et la progression, c'était crescendo. Je baisais de plus en plus souvent. Au début, je baisais 1 fois par mois, tous les 1 mois et demi. Puis après, c'était peut-être 1 fois par semaine, tu vois, un truc comme ça. Donc ça allait crescendo. J'ai réouvert un journal de drague aussi à ce moment-là. Okay. D'ailleurs, c'est ce journal qui est disponible sur le site, sur Dragueur de Paris. Donc il y a un truc qui s'appelle le journal controversé d'un ancien timide devenu séducteur, ouais, qui est sur mon site et dans lequel je raconte tout, en fait. Parce que c'est à peu près à cette période-là que j'ai ouvert ce 2e journal, okay, et où je raconte justement cette ascension, en fait. Ouais. Et ça a été jusqu'à 2015 ou 2016, je crois. Et ensuite, je suis arrivé à Paris. Pour plusieurs raisons. Aix, je commençais à m'enlacer. Ça faisait 9 ans que j'y étais. J'avais envie de changer de boulot. J'avais envie de changer de pote aussi. Je sais, c'est méchant de dire ça, mais j'avais envie de changer de pote. Ça peut arriver, ouais. Juste avant d'arriver à Paris, est-ce que tu peux nous dire une rencontre qui te revient, la plus ouf peut-être de cette période faste sur Aix ? La plus ouf en termes de quoi ? De tout.
c'est assez varié, tu vois, ça peut être de rapidité, d'émotion. Ouais, celle qui te revient, la plus improbable, on va dire. Ça peut être dans la rue, en soirée, j'en sais rien, un combo un peu feu d'artifice, quoi. Bon, il y a eu un peu de tout, mais il y en a peut-être une ou deux qui m'en reviennent. Une, c'est une nana que j'ai rencontrée en boîte de nuit. Ah oui, voilà, c'est une qui est marrante. Ça. J'étais sorti en boîte de nuit, j'étais torché. C'était pendant les 3 ans de coloc, pendant un an et demi, je sortais, je buvais jamais. Puis après, les autres 1 an et demi, j'ai rebasculé en mode alcool compagnie, quoi. Puis à un moment, j'arrivais en boîte avec un pote et tout. Et puis il y a une nana, une américaine, je la chope en 30 secondes d'entremain, j'ai pas dit un mot. Il y avait son groupe d'amis à côté, ils m'ont laissé faire. Et puis on parle 1 minute, et puis après je lui dis viens, on va dehors, j'ai envie de fumer. Et on va dehors, parce que je fume pas, mais elle ne le sait pas. Puis une fois qu'on est dehors, je dis viens, j'ai envie de marcher. On était en plein hiver, elle était en robe dehors et tout, tu vois, quand même. Et je lui dis viens, j'ai envie de marcher et tout. Puis on marche et tout, et puis en fait on va direction chez moi. Et je lui dis rien, il y a 300 mètres à faire pour aller chez moi depuis la boîte de nuit. C'est l'avantage de Aix, tout est concentré en fait. Et on va chez moi, dans la coloc en fait. Et puis la nana, on arrive et c'est limite si on baise directement, on n'a quasiment pas parlé. C'est juste on arrive chez moi, je mets la lumière, machin et tout, et puis la nana elle me demande ouais c'est où les toilettes. Je lui dis c'est là, machin, puis elle va aux toilettes. Quand elle sort des toilettes, elle se trompe de porte, en plus elle va dans la chambre de mon coloc. Lui en plein dia, il fait putain qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bordel. Puis elle se gourre et puis finalement elle vient chez moi, et puis je la baise toute la nuit, puis après on s'endort, et puis je la rebaise le lendemain matin. Puis après elle fait ses affaires, et puis je lui dis tu fais quoi ce week-end et tout. Je fais équitation, je sais pas quoi là. Et puis elle part, j'ai pas pris son numéro, j'ai jamais revu. Ça s'est fait en même pas une demi-heure, 20 minutes franchement, 20 minutes, une demi-heure, et ça c'est un truc de malade quand ça t'arrive quoi. Ouais. Et du coup quand tu me dis voilà un truc qui m'a un peu marqué, c'est ça, voilà, ce genre d'aventure qu'on pense impossible, mais non c'est possible et c'est pas la seule fois où je l'ai fait. Tu peux te taper une nana extrêmement rapidement. Ça demande pas d'être un surdoué, ça demande juste d'avoir de l'audace, d'aller vite et de faire ton rôle de mec en fait, tout simplement quoi. Je confirme. En arrivant, donc du coup t'arrives sur Paris. Ouais, donc j'arrive sur Paris, pareil, reset. Je connais quasiment personne, je connaissais 2 personnes sur Paris. J'arrive vendredi avec mon père, on emmène mes affaires, on signe le bail et tout. Mon père il dort avec moi le vendredi. Ouais. Samedi midi, je l'accompagne à la barre, il part. J'appelle une des 2 personnes que je connaissais, je lui dis viens on fait du street. Il me retrouve à la station de métro, j'étais en train de faire mon pass Navigo, parce que à Paris, pass Navigo, obligé quoi. Ouais. Et direct on commence à brancher, je prends mes premiers numéros le lendemain du déménagement, je prends mes premiers numéros. Pour s'intégrer dans la ville, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. J'ai commencé par ça direct. Et je crois le soir même ou le lendemain, je sais plus, j'ai fait ma première soirée night et il a invité un pote à lui qui est devenu mon wing, mon partenaire de drague principal sur Paris, qui s'appelle Anthony, s'il écoute ce podcast. Et puis bon, on n'avait pas chopé ce soir-là, mais du coup j'avais rencontré Anthony. À partir de là, c'est quasiment que avec lui j'ai fait parce qu'en fait j'aime pas sortir en groupe de mecs en boîte de nuit, j'aime bien sortir à 2 en mode Starsky et Hutch. Ouais. Je trouve que c'est beaucoup plus c'est plus intime déjà, t'es plus dans le truc et c'est plus facile de t'intégrer quand tu vas parler à des filles quand t'es à 2, parce que quand t'es un groupe de mecs, bon déjà tu rentres pas dans les boîtes, puis t'es mal vu quoi par les 7. Quand il y a un groupe de 5 mecs, c'est toujours un peu louche quoi. C'est un peu chaud, ouais. C'est vu un peu comme le groupe de mecs qui veulent choper. Après, si tu sors avec un wing qui est très très bon et que lui passe sa soirée à parler à des filles et que toi t'es un peu sur le carreau, il faut vraiment être du même niveau. On était à peu près du même niveau, il est presque aussi grand que moi aussi d'ailleurs, c'est un peu ça peut-être qui a fait qu'on s'entend très bien, on a le même délire, on aime la techno machin, et du coup ça a facilité le truc. Je sais pas, ça a été comme une évidence, du coup on a fait toutes nos soirées après ensemble. Et en une semaine j'ai chopé ma première nana quoi. C'était par les sites de rencontre cette fois, je crois c'était via Tinder. Et au lieu de faire un date classique, je lui ai dit je suis en bar machin, rejoins-moi. Elle m'a rejoint à 1h du matin, et puis on s'est embrassé au bout d'une demi-heure, et puis on a terminé chez moi quoi. Ça s'est fait une semaine après mon arrivée. C'était ton pot d'accueil. Ouais, en plus c'était un super bon coup quoi. On prend servi pas mal de fois et tout. Et, ouais, franchement ça commençait super bien. Et 2 semaines après, je rencontre une nana qui est devenue mon premier plan cul pendant presque 1 an, tu vois quoi. Donc truc super bien aussi. Ouais. Et puis là pareil, ça a monté crescendo. C'était au début, je sais pas, je me tapais peut-être une fille toutes les semaines ou tous les 10 jours.
Et à la fin, au bout de 6 à 9 mois, j'étais à 3 à 4 filles par semaine, quoi, parce que j'exploitais tous les trucs de rencontre. Je faisais que ça, en fait, drague. C'est-à-dire, j'étais au boulot, je faisais du boulot. Ouais. Quand j'allais au WC et que j'allais faire caca, je sortais mon téléphone Tinder. Vendredi, samedi, c'était à soirée night. Si j'ai envie de draguer le samedi après-midi, je le fais. Et du coup, à chaque fois, j'ai essayé d'optimiser mes rendez-vous pour pas passer du temps pour rien avec des mecs qui en valent pas la peine. Et du coup, j'arrivais à faire des trucs. Du coup, j'arrivais à aller bien au-delà que les mecs avec qui j'étais en BTS, quoi. Ouais. Eux déjà étaient très bons en drague, mais là, je les ai littéralement explosés. Pour moi, ça a été en mode machine. Mais c'était moi j'appelais ça l'industrialisation de la drague, ça devenait industriel. Le chalutier. Ouais. À la fin, en fait, je m'amusais pas à essayer de me taper plus de nanas, je me mettais en handicap. Je me disais, la nana, je vais essayer de la faire venir directement chez moi. Interdit d'aller en bar, je me posais des challenges comme ça. Et ça marchait quand même, c'est ça le pire. Mais est-ce que tu gardais des critères physiques ou tu faisais vraiment le tout venant? Ah non, je tapais pas dans n'importe qui, quoi. non, les filles qui me plaisaient pas, déjà une fille qui te plaît pas quand tu veux bander, donc c'est pas possible déjà. Donc non, faut un minimum. Après, bien sûr, comme tous les mecs, j'ai eu mon lot de filles qui me plaisaient pas tant que ça. Hein, je le cache pas, ça j'en ai déjà fait. Mais non, le physique, c'est bien sûr, si tu bandes pas, tu peux rien faire, quoi. Ouais. Et puis. Et donc crescendo, comment t'es venu à te dire tiens, j'aimerais à mon tour l'enseigner à d'autres personnes? Alors ça c'était quand je me suis mis en couple, en fait, un petit peu avant. Alors d'abord il y a eu, je termine la transition, en fait, pour que les auditeurs puissent comprendre. Ouais. Donc voilà, j'étais en mode drague machin et tout, et puis à un moment j'ai rencontré une nana qui je suis tombé amoureux, deuxième date. J'ai rencontré en boîte de nuit. Ouais. En plus, je te jure, quand je l'ai vue en boîte de nuit, je la trouvais tellement parfaite que j'osais pas aller l'open. Je me suis dit, non, mais elle va me rejeter, ça passera pas, regarde-là, putain, je me dis, c'est pas possible. Il y avait 4 mecs autour d'elle. Hein, c'était dans quelle boîte? C'était au Sullivan's à Pigalle. Ok. Et il y avait ces 4 potes mecs autour, je me dis, mais jamais ça passera, il n'y a pas moyen. J'étais avec des potes, allez, vas-y, machin et tout. Attends, mon surnom c'était Agazama à l'époque, et les gens me disaient, ah, t'es Agazama, t'as peur de rien, vas-y et tout, quoi. C'est quoi Agazama, ça? C'est mon surnom, en fait, c'est mon pseudo. C'est sur. Ouais, c'est le pseudo que j'ai dans mon journal de drague. En fait, sur Verse le jus. Alors, Verse le jus, mon pseudo c'était Ouragan, puis après j'ai changé, c'était Agazama. Ok. Sullivan Pigalle, j'ai un ami qui a rencontré sa femme là-bas, à 5h du mat. C'est un très très bon spot là-bas, Ouais. c'est un de mes spots préférés, pareil. Je trouve que c'est équilibré. C'est pas trop bourgeois, mais en même temps c'est assez classe quand même, il y a beaucoup de belles filles, tu vois. Puis elle, j'étais sous le charme et tout, et puis j'y suis allé en mode bourrin, je suis étonné qu'elle m'a pas rejeté en plus. T'as Puis poussé après, les 4. je l'ai emmené au bar. Poussé De quoi là, t'as poussé les 4. Non, même pas, je me suis incrusté, je les ai même pas poussés, j'ai attrapé la main, puis elle m'a suivi et tout, j'ai dansé et tout, et puis après je l'ai emmené au bar, j'ai essayé de l'embrasser 10 fois, elle m'a mis un vent à chaque fois. Puis après elle m'a donné son numéro, parce qu'en fait, elle voulait pas se montrer facilement accessible devant tout le monde, parce qu'elle était belle, quoi. Puis elle m'a filé son numéro, et puis je l'ai revu 2 jours après, puis c'est là que j'ai embrassé et tout, et puis je suis tombé amoureux dès le deuxième date, quoi. C'était une nana, mais vraiment parfaite, quoi. Génial. Et le pire, c'est que j'ai jamais baisé. Ah, On s'est vu 6 fois en tout. La 3e fois, elle est venue chez moi. Et en fait, elle faisait des blocages, elle ne pouvait pas coucher tout de suite, j'ai jamais su pourquoi. Et le jour où elle devait dormir chez moi, m'a plaqué comme ça. Et moi, j'étais en mode in love, tu vois, et j'ai ultra mal pris. Et puis après, pendant 3 mois, 3-4 mois, je suis reparti en mode période drague, mais là, encore plus, quoi. Là, j'étais énervé, tu vois, je reportais ma haine sur la baisse, tu vois, quoi. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre de la drague. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser au coaching. Je me suis dit, au lieu de draguer pour moi, et si j'apprenais aux autres à le faire. Je sentais que j'avais un peu une fibre pédagogue. Ouais. Et je conseille bien tes potes. Et ça sent le caca, hein, il va pas. Ouais, je crois que mon chien. Il a fait un petit caca peut-être. Non, Okay. non, mais parfois elle fait des cadeaux. D'accord, ok. Olfactif. Voilà. La petite pause paix, hein. Bon, il y a un chien à côté de nous et ça sent un peu le caca, quoi. Voilà, c'est cadeau. Et donc ouais, je sentais que j'avais quelque chose à apporter au mec. Et quelques temps après, j'ai rencontré 2 femmes avec qui je me suis mis en couple. J'étais en couple avec 2 femmes en même temps pendant plusieurs mois. Et Femme, c'est-à-dire quel âge? De quoi? Quand tu dis femme, Ouais. ça tout de suite on imagine 40 ans et plus. Non, bah il y a celle avec qui je suis aujourd'hui qui avait 22 ans à l'époque et l'autre elle avait 26. Ah oui, donc jeune femme. Ça Oui, reste- plus jeune que moi. Bah après mon déboire avec ma première relation, en fait, je me suis dit plus jamais de fille, plus vieille que moi, quoi. Enfin, en tant que copine. Pas Ouais. en tant que c'est pour baiser, c'est pas très grave. Ouais, gros blocage quoi. Mais en tant que copine, non, quoi. Ok.
Et au début, je savais pas quoi choisir parce que les deux étaient vraiment super bien. Et puis au bout de 3 mois, je suis tombé amoureux de l'une des deux. Et puis c'est celle avec qui je suis toujours aujourd'hui, donc depuis bientôt 2 ans maintenant. Et c'est à ce moment-là que j'ai complètement arrêté la drague et que je me suis focus sur le développement de Dragueur de Paris pour une activité de coaching. Donc avant, j'ai commencé un petit peu à en faire. J'avais déjà mis une page en ligne de coaching, machin. Ouais. Et comme j'étais assez connu dans le milieu de la séduction, j'avais déjà des gens, même avant que je crée le site, il y avait des gens qui me demandaient si je pouvais les coacher. Grâce à ton journal? Ouais, grâce à mon journal. Du coup, ouais, j'avais... en fait, au début, mon journal était pas trop connu, mais après, comme à chaque fois, je baisais de plus en plus souvent, il y a eu une certaine renommée. Puis c'était dans la façon dont je racontais mes récits aussi, c'était en mode... c'était extrêmement underground et honnête à la fois. Ouais. C'est-à-dire, je mettais aucune barrière, je disais les choses telles qu'elles sont, et il y a des gens qui aimaient pas, il y a des gens qui adoraient. Ouais. Et du coup, le truc se démarquait, et ça m'a amené des clients, en fait, au début, quoi. J'ai entendu dire qu'il y a quelques nanas qui étaient tombées dessus, qui avaient un peu... Ouais. Un peu... Ah tiens, comment tu sais ça, toi? Je suis pas allé chercher bien loin, je l'ai pas inventé. Et c'est... Ouais, je me suis... En fait, sur les formes de séduction, alors, je veux dire malheureusement, parce que pour moi, c'est pas un milieu fait pour ça, mais malheureusement, il y a des femmes qui sont inscrites dessus. Et le problème, c'est que quand tu penses être entre mecs, et bah tu dis tes vérités de mec. Malheureusement, ça plaît pas à tout le monde. C'est comme si t'avais un forum, je sais pas, un forum pour les patrons, et que t'as un salarié qui est inscrit en 12 dessus. Bah le salarié il va pas être content, il va dire mais qu'est-ce que vous dites, bande d'enfoirés, machin. Et là c'est pareil, t'as des femmes qui traînaient, bah forcément je me suis fait clasher sur mon journal. Parce que, bah, voilà, tu peux pas plaire à tout le monde de toute façon. Bien sûr. Et quand t'es assez agressif, assez polarisant, bah il y a des gens qui vont réagir agressivement. Et ça a d'abord été des femmes effectivement qui m'ont clashé. Ouais. Après ça a été des mecs. Parce qu'il y a des mecs qui me disaient, en fait, il y a des mecs déjà, des mecs qui commencent à dire j'étais un mytho, que machin, alors qu'il y a des gens qui venaient me défendre sur forum, qui disaient non, mais moi je l'ai vu, t'inquiète, c'est pas un mytho. Ouais. Puis après, ils commençaient à me clasher, genre ouais, mais c'est quoi l'intérêt de raconter tes trucs là sur ton journal, tu veux te faire mousser, t'es un attention war, machin, mais et les mecs, ils écrivaient des pavés, hein, ils écrivaient des pavés juste pour cracher leur haine, tu vois, quoi. Oh. Et c'était ouf, hein, sur les forums, c'est un milieu très. Il y a des gens qui aiment ce que tu fais, il y a des gens qui viennent te clasher, quoi. Ouais. Bon, et donc tu as quelques demandes de coaching à ce moment-là, et comment tu gères? Est-ce que tu prends du plaisir à accompagner? Comment ça évolue, quoi? Et ben mon plaisir en fait ça fait très écho à mon passé d'ancien timide, c'est-à-dire quand je regarde en arrière, je vois l'évolution que j'ai eue. Et en fait, mon plus grand plaisir aujourd'hui, c'est de faire la même chose sur une échelle de temps réduite aux gens. Moi, j'ai mis très 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 longtemps à progresser. Hein. Ça fait 10 ans que je suis dans le milieu de la drague, donc j'ai mis très longtemps, j'étais très long. Ouais. Et mon ambition d'aujourd'hui, c'est de... Après, tout dépend des objectifs des gens. Il y en a, ils veulent juste une copine et faire leur vie pépère. Et il y en a, ils ont envie d'avoir des femmes dans leur lit tous les jours. Donc c'est pas les mêmes ambitions. Mais quelle que soit l'ambition du mec, ce que je veux, c'est accélérer sa progression. Et mon grand plaisir, c'est justement de le voir progresser très rapidement. Alors que sans moi, oui, il aurait progressé. Il aurait mis combien de temps? Combien de temps il aurait mis à progresser? Il aurait mis 5 ans, 6 ans. Entre temps, tu vieillis, tu vois, c'est ça que je dis aux gens. Quand t'as 20 ans, t'as toute la vie devant toi, c'est pas grave, c'est ce que j'ai vécu. Mais typiquement, souvent, j'ai des gens qui ont 30 ans, qui ont 40 ans. Un mec qui a 40 ans, qui est encore vierge, et j'en ai, il a pas 10 ans devant lui. À 10 ans, il a 50 ans. C'est pas fini à 50 ans, mais à 50 ans, c'est plus pareil, tu vois. C'est sûr. Le mec, faut le faire progresser très vite, en 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vois. Ouais. Et mon plaisir, c'est ça, justement, c'est d'avoir cette accélération de progression, de voir un mec passer du néant où il y a 0 femme à très rapidement avoir des résultats, tu vois. T'aurais une anecdote de personne coachée dont la progression était assez fulgurante? Bon, alors, c'était un mec qui venait de Lyon. Je sais plus comment il s'appelle, c'était il y a 1 an. Il venait de Lyon, il m'a fait la totale, il m'a pris la formule la plus chère et tout. Et puis il rentre chez lui, je lui fais son profil, machin et tout. Et déjà au bout de 2-3 jours, il me dit ouais mec, t'es un putain de génie, j'ai jamais eu autant de matchs de ma vie, c'est le feu, machin et tout. Le mec il me bombarde de trucs, tu vois, quoi. Non. Et après j'ai plus de nouvelles. Pendant 1 mois, j'ai plus de nouvelles. Rien du tout. Puis j'envoie un petit texto, quoi. Je dis salut, ça va? Alors je dis pas salut, ça va. Je dis je prends un peu des nouvelles, comment ça se passe et tout. Puis là il me fait ah bah c'est cool, je suis en couple en fait. En fait le gars avait très très peu d'expérience avec les nanas, peut-être qu'il avait couché avec 1 ou 2 nanas dans sa vie, pas plus. Et le gars il voulait se poser, tu vois, mais le gars en 1 mois il a rencontré une copine, quoi. C'est-à-dire il partait du néant et puis en 1 mois bah il a complètement changé. Parfait ça.
Ou un autre aussi, une autre anecdote que je peux raconter, c'est le dernier élève que j'ai eu. Tiens, c'est un gars avec qui je faisais des sessions street sur Aix-en-Provence il y a 8 ans, 7 ans. Ouais. On s'est perdu de vue pendant 6 ans, aucune nouvelle. Et en fait, il y a 1 mois et demi, il a atterri sur mon site par hasard. Et dans ma façon de me décrire, il m'a reconnu en fait. Il a reconnu que c'était moi, il avait toujours mon numéro, il m'a recontacté comme ça. Il m'a dit ouais, j'ai atterri sur ton site, machin et tout. Et en fait, le gars avait sombré. C'est-à-dire, quand on était dans la période de drague, le mec, il en voulait. Il a eu une petite période de drague qui a pas duré très longtemps. Après, j'ai plus de nouvelles. Ouais. Et en fait, pendant que j'avais plus de nouvelles, en fait, il a arrêté de draguer. Le mec, il a fait une grosse dépression. Parce que il avait pas de boulot à l'époque, il vit toujours chez ses parents. Et il complexait beaucoup, ça c'est un peu le mal masculin, toi tu l'as pas, mais la perte de cheveux. Ouais. Ça c'est le grand leitmotiv qui fait chuter la confiance en des mecs. Et en fait, lui il avait un peu un style rock à l'époque, il avait les cheveux longs. Et quand il m'a recontacté, je lui ai dit bah vas-y, on m'envoie une photo. Déjà pendant 2 jours il m'a saoulé parce qu'il voulait pas me montrer les photos. Ouais. Au bout de 2 jours finalement il m'envoie des photos en selfie et effectivement changement total quoi. Parce que là c'était pour retravailler son profil Tinder. C'était tout, ouais. Et après j'allais en parler après, mais après on lui a fait un relooking, passage au barbier, machin et tout. Et mais le gars il y a plus rien qui allait quoi. La coupe de cheveux ça allait pas du tout. Enfin je sais plus si je lui ai dit, mais il faisait vraiment, on dirait il avait un cancer quoi, je te jure, c'est dur de dire ça, mais c'est vrai, il était vraiment pas bien quoi. Ouais. Et le gars, je lui ai dit, bah écoute, dans pas longtemps je redescends sur Aix, si tu veux je m'occupe de toi. Génial. Et au début il hésitait un peu, parce qu'il disait, ouais mais attends, j'ai pas besoin d'un coach, machin, un peu comme beaucoup de gens, tu sais, j'ai pas besoin, machin et tout. Et puis finalement il dit ok. Et puis je lui dis bah avant ton shooting machin, voilà ce que tu vas faire. Tu vas aller au coiffeur barbier, tu vas raser tes cheveux, tu rases, tu te tailles la barbe comme il faut et demande au barbier, il saura mieux que moi te dire comment il faut faire. Ouais. Et tu laisses pousser la barbe. Changement complet de look. Le gars hésitait au début, mais finalement il allait le faire. Le pire c'est qu'il disait non mais les cheveux rasés ça me va pas, mais en fait ça lui va 100 fois mieux. T'as été persuasif quand même pour qu'il réussisse ça. De toute façon, c'était ça ou rien, de toute façon. Se raser la touffe. Ah, c'était ça ou rien. S'il le faisait pas, je refusais de le prendre en photo. Je shoot pas des gens quand je sais que niveau look ça va pas. Ouais. Puis après, je suis redescendu sur Aix et on lui a fait photo, machin et tout. Là, je lui ai envoyé les photos hier, donc je peux pas te dire quel résultat il va avoir parce que je viens juste de lui envoyer les photos. Mais déjà, niveau look, machin, ça a absolument rien à voir. À des potes qu'on avait en commun, j'ai fait un petit montage avant-après. J'ai montré à des potes, ils m'ont tous dit putain, ça a rien à voir quoi. Il y a plein de potes qui m'ont dit même la coupe rasée comme ça lui va mieux que son truc cheveux long comme il faisait avant quoi. Nice. Donc voilà, changement total pour le mec en quelques semaines. Très très rapide. Du coup sur ton site tu mets avant-après pour que les gens puissent se rendre compte un petit peu. Alors ouais, il y a des gens qui acceptent, parce que c'est toujours un peu délicat dans le milieu de la séduction, il y a quelques gens qui ont accepté, et je les remercie chaleureusement, d'apparaître en clair sur le site. Donc ces gens-là, je les fais apparaître sur les pages de coaching et de témoignages de dragueurs de Paris. Ouais. Et s'ils acceptent pas, je leur demande écoute, est-ce que je peux te flouter, et souvent ils disent oui parce qu'il n'y a pas trop de problème avec ça. Et puis les clichés que je trouve les plus intéressants, les plus marquants, je les mets, tu vois. Okay. J'essaie d'avoir une diversité, par exemple mettre autant de photos avec des chauves qu'avec des mecs qui sont en surpoids, d'avoir des blacks aussi. J'essaie d'avoir une diversité pour que chacun puisse s'identifier en fait, pour pas avoir que le type blanc européen. Yes. Parce qu'au début je faisais ça, puis après quand j'ai des blacks qui postulaient, ils me posaient des questions. Ouais, mais est-ce que tu sais faire d'autres ethnies et tout. Donc oui, lui je les ai pas encore mis, mais je mettrai les photos de lui sur le site. Ouais. Aujourd'hui, tu es en couple et donc tu coaches. Est-ce que tu arrives à trouver cette adrénaline que tu avais en tant que dragueur dans le coaching, ou comment est-ce que tu fais pour pallier tu vois, ces moments forts et quelque part ces aventures de ouf que tu peux vivre quand tu es célibataire et que tu dragues? Comment est-ce que tu combles aujourd'hui dans ton quotidien? Alors, il y a plusieurs façons. Déjà, avant même de te mettre en couple, je dis toujours ça aux gens, mais qu'ils aient été dragueurs ou pas, de se mettre en couple avec une nana suffisamment bien et belle pour leur couper envie d'aller draguer d'autres nanas, tout simplement. Faut que ta nana soit supérieure à 98% des nanas que tu croises dans la rue. Ouais. Après, c'est ma vision des choses. Okay. Mais de toute façon, à l'époque, je me suis dit, je me mets pas en couple tant que je tombe pas sur une nana comme ça. Puis elle, voilà, ce qu'il faut, elle est super jolie, elle fait 1m81, je crois, ou 82, je sais plus, elle est très très grande, tu vois, taille mannequin, elle se fait brancher tous les jours, elle est super intelligente, elle fait du droit, machin, tu vois, donc au top quoi. On est dans les mêmes délires et tout, donc voilà, je suis avec une nana comme ça, je ressens pas le besoin
d'aller draguer d'autres nanas, parce que je la considère au-dessus de la plupart. Ouais. Et ensuite, je le cache pas, hein, ça m'arrive de repenser à cette période de nostalgie. Ah ouais, c'était bien quand j'avais des soirées drague la semaine, le week-end. Des fois j'y repense, non, je le cache pas, des fois j'y repense. Par contre, du coup, cette nostalgie, en fait, je la recrache dans mes produits, dans mes formations et sur le site, en fait. Okay. Au lieu de la répercuter sur de la drague pure, c'est-à-dire de dire, ah bah la nostalgie, bah tiens, si j'allais draguer, au lieu de faire ça, je dis, bah tiens, si j'écrivais un truc, si je pondais tel truc, si je racontais cette expérience. Bah, c'est ce que je fais sur mon podcast, typiquement, je raconte mes expériences de drague sur ma chaîne de podcast. Et ça me permet justement de maîtriser cette nostalgie de drague. Transmets, quoi. Voilà. Puis après, bah, la dernière, si on en a parlé avant, bah, c'est d'autres gens, tout simplement, quoi. Ok. Interesting. Est-ce qu'il y a un truc en particulier dont tu veux parler pour terminer, peut-être ? Bah, pour terminer, je dis toujours aux gens, il y a toujours des gens, que ce soit des gens qui postulent au coaching ou ceux qui veulent pas le faire, toujours des gens qui n'ont pas confiance en eux, qui se disent non mais j'y arriverai pas, c'est mort, j'ai trop de handicap, j'ai trop de ceci, j'ai trop de cela. À ces gens, je leur dis tu pourras difficilement faire pire que moi. C'est-à-dire qu'à l'époque, je vais pas répéter la description, je l'ai dit en début de podcast, mais j'étais vraiment un mec, personne n'aurait misé sur moi à l'époque. Tout le monde aura dit non, lui il va se suicider, ou il finira avec une moche, avec une grosse toute sa vie, jamais. Je leur dis, à ces gens-là, je leur dis, regardez d'où je suis parti, regardez ce que je suis devenu. À partir de là, pourquoi toi, t'y arriverais pas ? Est-ce qu'il te manque un bras ? Est-ce qu'il te manque une jambe ? Non. Alors moi, je l'ai pas eu, mais j'ai un de mes partenaires coach avec qui je travaille, il a reçu une fois un mec qui était handicapé en fauteuil roulant. Ouais. Et je te jure, ça l'empêchait pas d'avoir une vie sexuelle. Le gars, il baisait quand même. Et ces gens-là, je leur dis, si un handicapé arrive à se taper un certain nombre de nages, je dis pas une ou deux dans sa vie, mais régulièrement, pourquoi toi tu y arriveras pas, putain. Et les gens sont toujours les premiers à se dire non mais je vais pas y arriver, machin. Et quand un handicapé ou un gars qui a eu mon vécu y arrive, je dis mais toi pourquoi tu y arriveras pas. Ouais. Et ça c'est un peu le message que je voudrais faire passer aux gens. Je leur dis à moins qu'il vous manque deux bras et deux jambes, ce dont je doute fortement, voilà, le potentiel tu l'as, tout le monde l'a. Mais il y a du travail, je dis pas qu'en un mois tu y arrives. Enfin, il y a des gens qui progressent très très vite en un mois et d'autres c'est plus long. Mais il faut bosser pour le faire. C'est sûr que la pilule miracle en un mois machin, ça n'existe pas. Ça demande du boulot. Mais si tu fais le boulot, si tu le fais sérieusement, assidûment et que tu pratiques, il y a un moment ça va marcher, tu vas avoir le déclic, ça va décoller. Puis là, c'est bon quoi, ton succès est là quoi. Ce que j'ai ressenti en accompagnant des hommes et des femmes en coaching, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir l'intelligence de se dire là j'ai besoin d'un coup de main pour tel ou tel point précis. Ouais. Alors le point au départ il peut être énorme si tu commences de très très loin, ou il peut être beaucoup plus petit si c'est un segment un peu particulier à travailler. Si tu es une fille, que tu as 35 ans et que tu recherches tel type d'homme, forcément ça va pas être le même point que le jeune de 20 ans qui a tout à construire. Ouais. Mais à un moment donné il faut avoir la présence d'esprit de se dire j'ai besoin d'aide, et comme tu disais, la personne sur X qui disait mais non, un coach, mais je vais pas me rabaisser à ça. Désolé, mais à un moment donné ça te fait gagner du temps, de l'énergie, des années peut-être, mais tout à fait. Y aller, quoi. Regarde, quand j'ai commencé au début j'étais tout seul et franchement j'aurais progressé mais 1 milliard de fois plus rapidement si j'avais eu un coach ou quoi. Bon, heureusement pour moi j'avais eu T'as eu des bons mentors. Ouais, j'ai eu un mentor. Par contre je le dis aux gens, parce que tout le monde cherche un mentor, tout le monde se dit ouais je cherche un mec qui veut m'apprendre la drague. Par contre, pour qu'un mec très bon en drague décide de passer 1 an, 2 ans à faire toutes ces sorties night avec toi, faut qu'il y ait autre chose derrière. Parce que souvent les gens ils y vont en mode toi apprends-moi ce que tu sais. Ouais. Mais lui il a rien à donner en retour. Donc du coup pourquoi un mec il va entre guillemets te coacher gratuitement pendant 6 mois, pendant 1 an, il a aucun intérêt. Faut qu'il y ait autre chose derrière, et cette autre chose c'est l'amitié tout simplement. C'est-à-dire si t'as la chance effectivement d'être ami avec un mec très bon en drague, moi c'est ce que j'ai fait, du coup tu peux le faire. Par contre si t'en as pas, faut arrêter de se dire non mais je vais me débrouiller par moi-même, ça va le faire, parce que ça marche pas. Je l'ai vu 1 milliard de fois. Tout le monde s'estime meilleur que les autres. Tout le monde se dit non mais moi je suis différent, moi je suis meilleur, moi ceci, moi cela. Tout le monde s'estime comme ça. Je l'ai fait aussi. Tout le monde veut se débrouiller tout seul, mais au final t'avances à 2 à l'heure, c'est ça le truc. Et si c'était à refaire, moi honnêtement, au début j'avais pas trop de budget, mais quand j'ai commencé à travailler comme ingénieur,
si j'avais le budget, je serais allé voir un coach, j'aurais gagné. Je pense que sur mes 10 ans de drague, j'aurais gagné au moins 2 à 3 ans de progression. Facile quand même. C'est bon ça. Génial. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite et où est-ce qu'on te retrouve ? Bah écoute, donc les gens peuvent me retrouver sur Dragueur de Paris. Il y a plusieurs contenus que je propose. Donc je commence par le contenu gratuit puisque forcément c'est celui qui intéresse le plus les gens. Donc les gens qui écoutent ce podcast, je les invite à s'abonner sur ma chaîne de podcast. Donc il suffit d'aller sur Dragueur de Paris, dans le menu il y a un onglet qui s'appelle podcast, il suffit de cliquer dessus. Comme ça on peut accéder aux émissions de podcast. Ensuite l'autre contenu que je produis c'est du contenu par mail, donc je fais la même chose que toi aussi. Tous les jours je publie une technique, une anecdote, quelque chose en rapport avec la drague à des abonnés à ma newsletter privée, donc j'appelle ça les emails privés de motivation. Ouais. Et là pareil, pour y accéder, il y a un menu qui s'appelle motivation sur mon site. Il suffit de s'inscrire, des inscriptions à tout moment. Et tous les jours, les gens reçoivent du contenu gratuitement. À quelle heure ? À quelle heure ? Je fais le matin, 7h ou 8h selon mon humeur. J'envoie le matin. Et ensuite, pour les gens qui ont envie d'aller plus loin, il y a les 2 types d'aides que je propose. Bon, déjà, c'est le coaching, forcément. Donc, il y a un onglet qui s'appelle Agir sur le site. Et l'autre, et c'est principalement pour les gens qui sont pas à Paris, qui n'ont pas forcément la possibilité d'y aller, ces gens-là peuvent utiliser les formations en ligne qui sont principalement tournées vers Tinder aujourd'hui, puisque c'est toujours notre spécialité chez Dragueur de Paris. L'essentiel du contenu est sur ça, parce que je considère qu'aujourd'hui, les sites de rencontre, c'est une chance. En fait, aujourd'hui, quand j'ai démarré la drague, il y a 10 ans, ça n'existait pas. Ouais. Et là, aujourd'hui, t'as ça facilite grandement le processus de drague. À part qu'aujourd'hui, c'est très difficile, parce qu'il y a une concurrence de fou. Ouais. Du coup, t'as 2 possibilités, c'est soit tu sais te débrouiller, ou soit tu sais pas. Si tu sais pas, t'es mort. C'est comme ça, c'est le cas de 80% des mecs. Ouais. Et si tu veux apprendre les bases, faire partie de ces 20% de mecs, justement, ce que j'ai fait à l'époque, il y a des techniques à connaître, et ces techniques, je les enseigne dans mes formations en ligne. Donc on peut retrouver sur le menu formation en ligne du site. Très bien. Est-ce que tu as une citation qui t'anime particulièrement au quotidien ? Ouais, il y en a une que je donne souvent, que je peux donner aux gens, qui s'applique bien à la drague, mais partout ailleurs. C'est un proverbe arabe qui dit qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse. Et ça, tu peux l'appliquer partout. Bien. Et très souvent, tu le vois, un gars qui veut pas aborder, il va trouver une excuse. Par contre, un gars qui a envie de le faire, mais vraiment, il va trouver des solutions. Il va dire, ah, là, il n'y a pas de nana, ah, c'est pas grave, on change d'endroit, ah, c'est pas grave, on va la lire. Alors que le gars qui veut pas va dire, ah, non, il n'y a pas trop de nana, on reviendra demain. Je suis un peu fatigué ça. Ouais, puis j'ai pas bu assez d'eau, j'ai soif, je crois que je vais rentrer chez moi boire. Puis j'ai envie de faire caca aussi, donc faut que j'aille aux toilettes, tu vois, je peux pas trop aborder, puis il fait pas beau. Puis j'ai vu une étude statistique, quand il y a des nuages, les filles sont open, donc non, c'est pas puis elle a un chapeau, celle-là, c'est pas la peine. Hein ? Et puis celle-ci, elle a un chapeau là-bas, c'est pas la peine. Ouais, et puis elle est pas en mini-short, elle a mis un jean un peu extra large, donc ça veut dire qu'elle veut pas se faire draguer, ça veut dire qu'elle monte pas ses formes, donc non, elle, je sens pas trop, tu vois. Je sais pas, tu vois, j'ai comme un 6ème sens, elle, je sens qu'elle est pas open, tu vois, quoi. Puis là, comme il fait moche, et puis les Parisiens, de toute façon, à Parisiens, c'est tous des mecs qui sont dans leur lune. Puis Paris, c'est nul, je crois que j'ai déménagé. Faut pas aborder à Paris, tu vois. Tu vois, un mec qui va être dans les excuses, il va être là. Non, mais je l'ai entendu, ça. Ouais. Je rigole pas, hein. C'est des gens qui veulent pas open, ils me sortent mes excuses sur excuses comme ça. Ouais. Le pire que j'ai eu une fois en coaching, c'était un mec très difficile à débloquer. Le pire, il était beau gosse, hein, c'est ça le pire. Le mec était franchement beau gosse. Et pendant une demi-heure, il a fait casser une par une toutes ses excuses. Le gars s'arrêtait pas, hein. C'était que des excuses comme ça. Et puis finalement, l'y aller, ça se passait très bien. Mais ouais. C'est ma manière de faire aussi quand on me sort maintenant des excuses comme ça. Je perds plus de temps à dire non mais là, tu trouves une excuse. Immédiatement, je fais excuse. Tu vois, le mec me sort une phrase, je dis excuse. Après, je lui explique. Je dis non mais regarde, tu me sors ce truc à 2 balles alors que je te montre. T'inquiète pas, ça va très très bien se passer, j'y vais, le mec voit que en effet je me suis jamais pris un coup de sac à main et je suis reparti avec des bleus à la tête. Et voilà, c'est vrai que les excuses sont un fléau dans ce... Ouais, les excuses sont raides malheureusement. Toute dernière question bonus, c'est l'inverse, c'est je te publie sur mon podcast, est-ce que t'as une question me concernant et on conclura là-dessus, c'est toi qui termine. Bah tiens, je vais te reposer la même question que tu m'as posée juste avant. Si tu devais avoir une citation, un leitmotiv auquel tu penses souvent, ce serait quoi ? J'en ai 2, j'en avais un quand je faisais mes études aux États-Unis. J'avais un prof qui écrivait toujours une citation au début du cours et c'était Yesterday is the past,
Tomorrow is the future and today is a gift called present. Ce qui veut dire hier c'est le passé, demain c'est le futur, aujourd'hui est un cadeau nommé présent. Oui, Donc ça c'est très cool, c'est profiter voilà, du moment présent et avoir la présence d'esprit de se dire que on est en vie, on est en bonne santé et que tout le reste c'est du bonus. Oui, c'est vrai. Et depuis peu j'en ai entendu une que j'adore qui est fait est mieux que parfait. Donc voilà. Oui, ça j'approuve à 200%. Ouais. C'est ce qui m'anime, c'est de se dire Ouais. certes je commencerai jamais comme un master, mais le but du jeu c'est de mettre le pied à l'étrier et d'améliorer au fur et à mesure. Bah, tu sais, souvent, ça, vouloir faire les choses parfaites, donc ce qu'on appelle le perfectionnisme, souvent, tu sais, c'est une stratégie. Ce que j'ai remarqué en coaching, c'est une stratégie d'évitement du risque. C'est-à-dire, le gars se dit, j'ai pas les couilles de me prendre des râteaux, donc du coup, je vais essayer d'éviter au maximum cette possibilité-là, en faisant l'approche parfaite. Ouais. Sauf que c'est une équation impossible à résoudre, tu peux pas être parfait Absolument. quand tu débutes. Et du coup, les gens trouvent des excuses derrière. C'est un truc que j'ai remarqué pour les perfectionnistes. Donc du coup, ta citation, je l'approuve à 200%. Yes. Merci Mike de ton temps. Je remets tous les liens vers ton contenu en description. Bien entendu, abonnez-vous à la chaîne. Allez jeter un œil au contenu de Mike. Et merci d'avoir écouté cet entretien jusqu'à maintenant. Et on vous dit à bientôt. À très bientôt. Ciao.